Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire et aux théories de la communication. Aujourd'hui, nous allons étudier le modèle de Lasswell. Donc, je me présente rapidement. Je suis professeur dans l'enseignement supérieur. J'ai écrit, comme vous pouvez le voir, plusieurs livres consacrés au marketing et à la communication et quelques essais également. Et vous avez ici tout ce qui peut traiter plus précisément de la communication. Vous pouvez retrouver tous ces livres sur mon site internet dont les références seront faites à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, accordons-nous un moment sur Harold Lasswell. Il est né en 1902, il est mort en 1978. Il fait partie des théoriciens fonctionnalistes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'intéresser plus aux conséquences des phénomènes sociaux, en mettant l'accent sur les besoins d'une société, et en considérant que la société, en fait, est coupée en partie, et les médias font partie d'une des parties de cette société. Et donc, Lasswell, à son époque, va étudier le rôle des moyens de communication de masse dans la persuasion. C'est l'époque de la propagande. C'est quelqu'un qui a vécu entre les guerres. Il a bien compris l'importance de la propagande et du rôle des médias et de l'information qu'on pouvait diffuser à la population pour obtenir un élément patriotique plus important. Et il est en plus à l'époque du behaviorisme de Pavlov, pour ceux qui connaissent, hein, le chien de Pavlov avec les réflexes conditionnés, acquis et innés. Hein, Pavlov part d'un principe, c'est que le chien naît avec des réflexes comme les humains d'ailleurs, qui sont innés à sa race, mais que l'on peut créer des réflexes acquis en faisant toutes sortes d'expériences. En parallèle, on est en 1938 à un moment où H.G. Wells va sortir son livre La guerre des mondes et CBS, qui est une radio britannique, va, la nuit du 30 octobre, diffuser sur les ondes un extrait de ce roman. Et ça va créer une panique terrible au niveau des Américains parce qu'ils vont vraiment croire qu'il va y avoir une invasion de Martiens. Donc tout ça contribue à montrer d'un côté la toute-puissance des médias et de l'autre côté l'influence qu'ils peuvent avoir pour persuader les opinions des individus. Donc, on considère à l'époque que l'audience, c'est une masse informe. L'audience, c'est la somme des publics. La masse, eh bien, c'est complètement homogène. Et donc, on estime que, suivant le fameux schéma, comme on voit ici, de stimulus-réponse, si on injecte une dose d'information à quelqu'un, eh bien, il y aura une réponse qui sera adaptée. On n'est pas encore à l'ère de la segmentation. Ça veut dire que, dans ce modèle, les masses médias, s'ils envoient un stimulus aux gens, il va y avoir au niveau du public et des individus une réaction quasiment identique en fonction du message qui sera donné. On n'a pas du tout de conscience que l'individu n'est peut-être pas aussi homogène que ça. On verra plus tard avec la segmentation et on en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est l'époque aussi de la naissance des sondages. Lasswell s'intéresse beaucoup à la politique et il s'intéresse également à l'élection de Roosevelt et va étudier l'élection de Roosevelt. Et on va se rendre compte que quand on fait des sondages préélectoraux, eh bien, ces sondages sont capables de définir qui va être élu aux élections. On le sait encore maintenant, c'est ce que font les sondages mais voilà, c'est peut-être plus élaboré que ça ne l'était à l'époque. Alors le fameux modèle de Lasswell, tout le monde le connaît, c'est le fameux qui dit quoi, par quel canal, à qui, avec quel effet. C'est un modèle qui va avoir une influence sur les recherches de la communication, parce que c'est à partir de là qu'on va étudier les émetteurs, les récepteurs, le contenu, les canaux, les effets de la communication. Pour Lasswell, lui, il considère ça comme un processus de persuasion, en supposant qu'un message va provoquer toujours le même effet. On est, si vous pouvez le comparer, avec le modèle de Shannon, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle linéaire. On a un émetteur, un récepteur, un canal, une information et pour la Swell, un effet, parce qu'on est dans une communication de masse, alors que Shannon était plus dans une communication interindividuelle ou en tout cas beaucoup plus restreinte. Donc on garde cet état d'esprit-là parce qu'on est dans ce contexte-là de l'époque. Et donc la Swell va sortir qui, c'est-à-dire eh bien, les émetteurs, donc ça va être le journaliste, puisque lui, il étudie plutôt la communication masse. Dit quoi? C'est le contenu de ce que va donner comme information le journaliste. Par quel canal? Eh bien, ça peut être la radio, la télévision, le cinéma à l'époque, ou la presse. À qui? Un individu lambda ou un groupe d'individus. Avec quel effet? Pour lui, toujours le même effet. Mais
On va voir après. Alors, prenons un exemple extrêmement clair et on va pour ça s'inspirer d'un autre modèle qui est le modèle de McGeer, qui lui va mettre une nuance dans ce modèle de Lasswell. Il va dire, OK, on va considérer que l'individu va réagir à un message donné par les médias, mais l'individu, pour déjà avoir une action, une réaction par rapport à ce contenu, ben, il faut déjà qu'il soit exposé, qu'il ait son attention au message. S'il n'y a pas eu de contact entre l'information et la personne, l'individu, il n'est pas au courant, donc il ne peut pas avoir une action en conséquence. On va prendre un exemple, donc, je vous disais, sur une publicité sur le téléphone au volant. Et la sécurité routière va vous dire, ben voilà, et surtout c'est destiné aux jeunes, et donc il va dire, voilà, on veut vous convaincre de ne plus utiliser votre téléphone au volant. Donc la première chose à faire, c'est d'exposer ce jeune ou ces jeunes à l'information. Donc on va jouer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., qui sont on va chercher la cible et on va donc chercher en fonction de l'âge le média qui va être le plus adéquat pour la toucher. Ensuite, on a l'attention. Ça veut dire que la personne, donc le jeune homme, la jeune femme, ou la personne en question, l'adulte, va avoir son attention attirée par cette communication. Pourquoi? Parce que les images vont être choquantes, parce que il va être intéressé par le contenu de cette information. Ensuite, il va la comprendre. Alors, on la comprend pourquoi? Parce que les images sont claires, parce que les phrases sont claires, c'est facile, message clair, téléphone au volant égale danger mortel. Voilà. Et puis, ensuite, il y a une phase d'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui reçoit ce message ait conscience que ce qu'il dit et peut-être la concerne peut-être. Et peut-être que, justement, elle a son téléphone quand l'information est diffusée. Et donc, ça veut dire que s'il y a cette acceptation, il y a une identification déjà par rapport à l'émetteur, pour que le message soit crédible, et en même temps, par rapport à lui, en se disant, ça pourrait m'arriver. Donc ça rentre dans sa mémoire, il y a cette mémorisation, on va dire: «Ah bah oui, effectivement, j'ai les images qui me reviennent, faut que je fasse gaffe, voilà, et cetera» et puis l'action, et ben la prochaine fois, je ne mettrai pas mon téléphone, je prendrai pas mon téléphone au volant. Donc effectivement, pour que ça marche, il faut que ça rentre bien dans la tête de la personne et pour que ça marche, eh bien, il faut faire une répétition, de cette information pour que, d'abord la personne ait une probabilité d'avoir été touchée par ce message et d'autre part que, eh bien, ce message soit véritablement intégré dans ses réflexes, conditionnés, que l'on va lui créer par cette exposition au message. C'est un modèle qui est utilisé toujours en publicité. On en reparlera plus tard quand on étudiera le modèle AIDA, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, action, où là on voit effectivement en publicité, l'idée c'est on attire l'attention, donc on expose, on essaye de les faire aimer, c'est-à-dire on fait comprendre et on fait accepter le message pour qu'ensuite il y ait l'action derrière. Et puis on a un autre, un complément apporté par Mathilda et John Riley qui eux vont dire, plusieurs choses. Ils vont considérer l'individu, ils vont dire: «Bon, alors attention, l'individu, c'est pas une masse homogène informe. L'individu, il n'est pas complètement anonyme. Il a une personnalité et quand on va toucher cet individu, on sait pertinemment qu'il appartient ou à une tranche d'âge ou à une classe sociale. Donc déjà, il n'est pas complètement anonyme. Ensuite, les personnes qui reçoivent un message sont souvent entourées par d'autres personnes au moment où ils reçoivent ce message. Par exemple, ça peut être les familles, ça peut être des groupes d'amis. Hein, ils vont au cinéma ensemble et puis ils voient une publicité, par exemple sur le téléphone au volant. Bon. Et puis, du coup, les groupes auxquels ils appartiennent, ça peut être des groupes de sport, ça peut être de la famille, donc je l'ai dit, des groupes d'amis, ils ont une façon de voir les choses. Et cette façon de voir va interagir avec les individus eux-mêmes. Ils vont être influencés quelque part. Et c'est ce qu'on voit sur ce message, c'est-à-dire que sur ce schéma, vous avez le communicateur, ça va être le média en lui-même, ou le journaliste, et le récepteur, c'est plus seulement un être individuel et homogène, c'est tout un ensemble complexe
de ramifications hétérogènes qui le rattrapent à des groupes primaires, secondaires de référence et d'appartenance. Et c'est chacun de ces membres de ces groupes auxquels il appartiennent eux-mêmes, etc., à des groupes. Voilà. Donc ça fait une chaîne en fait qui n'est pas du tout uniforme et qui montre une complexité dans le schéma de communication. Et Mathilda et John Riley vont beaucoup plus loin, ils vont parler du relais des leaders d'opinion, ce qui complexifie encore plus la communication. Parce qu'on a des membres d'une audience qui ne sont pas touchés directement parfois. Et vous le savez, quand on a ce qu'on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont, alors ça peut être des docteurs, ça peut être des gens qui sont crédibles par rapport à la cible et qui vont donner une information à d'autres personnes. Donc, du coup, le schéma de la communication est encore plus compliqué. Vous avez l'information lancée par les médias, la publicité ou ce que vous voulez, qui va en plus arriver sur un groupe, un individu qui appartient à un groupe social qui sera un relais d'opinion, mais lui-même, il appartient déjà à un groupe. Et ensuite, il va influencer un autre individu, mais qui lui-même appartient à d'autres groupes. Donc, vous voyez qu'au début, on était parti sur un schéma extrêmement simple avec un émetteur, un récepteur, un canal, et hop, on injectait la dose comme on injecte un vaccin, et l'effet est immédiat. Et puis, on se rend compte qu'en fait, la communication, et c'est beaucoup plus actuel, est beaucoup plus complexe que ça, et elle entraîne des ramifications beaucoup plus compliquées. Un exemple, une campagne anti-tabac pour les jeunes, toujours, puisque c'est toujours quand même des choses plutôt jeunes, ou même pour d'autres gens, et on va dire, voilà, on va faire une publicité sur Instagram pour inciter les gens à ne pas fumer. Un individu A et un individu B. L'individu A, il reçoit l'information. Il fume, mais il est dans une famille où on n'aime pas la cigarette, on est plutôt anti-tabac. Il fait partie de groupes de sport qui sont très naturels et qui n'ont pas du tout envie d'avoir des rapports avec le tabac. Et donc, il va être influencé positivement. Il va dire, ouais, c'est vrai, voilà, voilà. Et il va voir le côté négatif du tabac. L'individu B, par contre, il reçoit la même information, donc on est bien dans la même information. Mais lui, il est entouré de parents ou d'amis fumeurs, il est dans des groupes qui trouvent que c'est cool, ça donne un genre de fumer. Il est évident que l'information qu'il va recevoir va être atténuée par rapport à l'information de base, et donc l'action et la finalité ne sera pas la même pour ces deux individus. Donc c'est très important quand on pense à une communication que d'abord la communication n'est pas si linéaire que ça et c'est une boucle de rétroaction quelque part, on l'avait vu dans une précédente vidéo quand on a parlé du feedback et en même temps la communication ce n'est pas un point A à un point B mais c'est tout un ensemble de ramifications qui vont complexiter mais qui vont en même temps donner cette richesse à cette technique et qui va permettre d'arriver à son but, mais c'est pour ça qu'on fait des études et c'est pour ça qu'on apprend justement comment communiquer, comment on peut envoyer une information à des individus. C'est pour ça qu'on est arrivé maintenant à la publicité, à la segmentation, etc. et qu'on choisit les plages horaires en fonction des médias et en fonction des gens qui vont être touchés, mais on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cet fameux modèle de Lasswell qui est très connu. Je vous invite à me suivre sur YouTube. Pensez à vous abonner et pensez à cliquer sur j'aime. Voilà, vous avez également mes articles sur mon blog et puis vous pouvez retrouver tous mes écrits et tous mes ouvrages et toutes mes actualités sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.